NJT Live présente en direct du Game Camp. Je suis accompagné par Erwan Le Breton. Bonjour. Bonjour. Donc tu travailles chez Ubisoft et tu as travaillé sur beaucoup de jeux et tu as fait beaucoup de choses. Je te laisse te présenter plus en détail. Ça marche. Donc oui, je m'appelle Erwan Le Breton. Ça fait 16 ans que je travaille chez Ubisoft. Essentiellement, et beaucoup de gens me connaissent pour ça, j'ai bossé pendant plus de 10 ans sur la marque Might & Magic qu'Ubisoft a racheté en 2003, donc j'ai commencé à être impliqué dessus à ce moment-là. J'ai été associé de producteur, directeur créatif de la marque de manière globale. Ma mission essentielle tout au long de ces années, ça a été d'accompagner certains jeux, mais aussi de fédérer une équipe de game designers, de scénaristes, d'artistes autour de la construction de l'univers de Might & Magic, puisque quand on a racheté la marque, un des premiers trucs qu'on a fait, c'est de rebooter complètement le monde de Might & Magic et qui servent de toile commune à nos jeux. Et ça m'a amené à ce que je fais un peu aujourd'hui, c'est-à-dire à venir à l'éditorial d'Ubisoft, donc en gros le département qui fait le contrôle qualité contenu, on va dire, des jeux Ubi et qui assiste les équipes sur la vision créative et le déploiement du contenu des jeux. Et la continuité en fait, jeu après jeu, parce que c'est peut-être pas toujours les mêmes équipes et les mêmes personnes, ce qui peut permettre d'avoir un vent de fraîcheur en termes de développement et de créativité et de technicité, et du coup faut bien que certaines personnes supervisent et permettent un peu d'arrondir les angles et de rendre ça c'est ça. Donc il y a toute une équipe qui s'appelle IP Developer. Alors il y a plein de gens à l'édito, il y a des spécialistes du game design, il y a des spécialistes de la gestion de projet, il y a des spécialistes du contrôle des coûts, enfin voilà, qui pilotent un peu de loin, facilitent, coordonnent tous les projets. Et nous, notre équipe spécifiquement, on s'occupe de gérer les marques. Donc de bien penser que quand on travaille sur un Assassin's Creed, on travaille sur un jeu qui a un historique. Il y en a eu plusieurs avant. Sacré historique, pas loin de 15 ans. Voilà. Une licence même encore presque plus populaire que Prince of Persia. Ah oui. Maintenant, en tout cas dans l'esprit du grand public. Du grand public, c'est acquis. Du public en général. C'est ça. Donc c'est des jeux, mais c'est aussi des romans, des bandes dessinées, des films. Oui, tout à fait. Oui, maintenant le film. Voilà. Oui. Donc voilà, nous notre rôle c'est un peu de dire ça, c'est vous travaillez sur la partie immergée de l'iceberg qui est votre jeu, qui est super, qui est important pour la boîte, mais il y a eu des choses avant vous, il y a des choses en même temps que vous, il y a des choses après vous que vous devez intégrer. Et on vous aide à pas perdre le cap et à garder ça en tête. Il faut pouvoir préparer le terrain pour la suite, quoi. Faut pas apporter une fin définitive. C'est ça, tout à fait. Et tu vois, même quand tu fais des choix comme dire mon jeu s'appelle Assassin's Creed Origins, tu marques un statement qui est en gros c'est le début de tout commence là. Donc qu'est-ce que ça implique pour tout ce qui se fera après à côté, etc. Bon, bref. Donc c'est plein de questions qu'on peut avoir comme ça avec les équipes. Et c'est sur toutes les marques d'Ubisoft. Donc ce qu'on avait fait sur Might & Magic, ça se duplique parfois très bien sur d'autres marques Ubi. C'est un partage qu'on a avec eux. Et mon rôle actuel, c'est vraiment de travailler en transverse sur tous les projets, spécifiquement les projets open world. Donc les marques type Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, The Division, ce genre de jeux. Sur le côté, on va construire des mondes, quel type de monde, quelle histoire on va raconter dedans, avec quel outil, comment, donc tout l'aspect un peu world building et narration, on va dire. Voilà. D'accord. Donc tu as tenu une conférence ici au Game Camp. Oui. Qui portait donc en relation avec les jeux à monde ouvert. Est-ce que tu peux nous préciser quelle était cette conférence et nous en parler un peu pour les personnes qui n'ont pas pu suivre, qui n'ont pas pu venir en tout cas sur ce Game Camp? Alors du coup il y a Serge Asquette qui est notre directeur éditorial, donc le garant de la vision un peu contenu, vision créative d'Ubisoft, a depuis un certain temps commencé à dire nous on est une société qui met en avant le monde, le world first, et le joueur dans ce monde qui doit interagir avec ce monde, qui est un dialogue entre le joueur et le monde, un peu comme une pièce de théâtre d'improvisation où tu vas arriver dans un endroit et l'acteur qui est censé te faire face n'a pas un texte qu'il a appris par cœur, il va réagir à ce que tu fais, ce que tu dis, ainsi de suite. Donc la world first philosophie, c'est comme ça qu'on l'appelle à Ubisoft, inclut beaucoup de choses, va dans le sens de ce que l'industrie propose, puisqu'aujourd'hui des jeux comme The Witcher, Horizon Zero Dawn ou Zelda Breath of the Wild sont complètement dans cet esprit open world aussi. Et vraiment on a des méthodes, des best practices, des guidelines entre guillemets éditoriales à Ubisoft que on partage de plus en plus avec le monde extérieur.
Et là, la conférence était un peu un résumé de ça, parce que c'était une demi-heure, donc c'était très court. Mais c'était les grands principes de qu'est-ce qu'on veut dire quand on met le monde en avant en premier à Ubisoft. C'est parce qu'on a l'impression que c'est un peu c'est le décor du jeu, mais le monde c'est bien plus que ça. Tout à fait. Donc, quel est le premier jeu sur lequel tu as travaillé en premier chez Ubisoft donc Alors, si on remonte vraiment à la préhistoire, avant de travailler pour Ubisoft, je suis entré par une porte un peu détournée puisque j'ai travaillé pour Gameloft. D'accord. Et pas le Gameloft que tout le monde connaît de mobile, mais le Gameloft original qui était dédié aux jeux online. Qui à l'époque était un peu la nouveauté, les jeux web-based, les MMORPG, voilà, ce genre de jeux. Et donc, Gameloft avait un accord de distribution sur EverQuest en Europe. Donc on était les distributeurs d'EverQuest en Europe et ceux qui étaient censés animer la communauté européenne d'EverQuest, créer les serveurs, vendre les boîtes, etc. Donc j'ai commencé à travailler dessus. Mon premier job c'était chez Gameloft. Le MMORPG c'est en train d'exploser. EverQuest ça dépasse tout ce qu'on avait anticipé sur ce genre de jeu. Il faut qu'on comprenne quels sont les facteurs clés de succès de ce truc pour qu'on puisse le dupliquer à Ubisoft. Donc c'était pas bosser dessus sur le côté business, c'était pas bosser dessus sur le côté technique ou même community management, même si on en faisait un peu, c'était comprendre ce que c'est qu'un MMORPG, ce que les gens aiment dedans et qu'est-ce qu'il faut faire si on faisait un MMORPG Ubisoft pour que ça fonctionne. Donc ça a été mon premier boulot. On a fait ça un an et demi et puis Gameloft, le nom Gameloft a été passé à l'entité mobile. Gameloft en tant qu'entité a été absorbé par Ubisoft. Et là j'ai rejoint Ubi, mais j'ai un peu changé de job, je suis passé à l'éditorial. Donc le département contrôle qualité, etc. Pour travailler sur tous les jeux qui avaient une composante fantastique, merveilleuse par rapport à réaliste. Donc à l'époque on avait en gros les jeux type Clancy. Très réaliste, donc j'étais pas du tout dessus. Et les jeux qui étaient un peu plus avec de la magie ou de l'horreur ou du surnaturel ou de la science-fiction ou des trucs comme ça. Fantasy. Donc ça incluait Prince of Persia, ça incluait Beyond Good and Evil, ça incluait The Settlers, ça incluait Myst, tu vois, ce genre de jeu. Donc je travaillais plus dessus. Et en 2003, donc il y a eu l'achat de Might and Magic qui était pile poil dans mon portefeuille éditorial. Donc je travaillais sur tous ces jeux pour aider les équipes de développement à déjà à l'époque mieux positionner leurs jeux par rapport à la concurrence, faire des recherches sur les sources d'inspiration et les références possibles. En gros, donner une expérience plus profonde et plus riche aux joueurs dans ce genre d'univers. Et sur Might and Magic, la reco que j'ai fait aux gens qui allaient travailler sur les deux premiers jeux qui étaient lancés à Ubisoft à l'époque, donc Heroes 5 et Dark Messiah, c'était, j'ai regardé l'historique de la marque Might and Magic. Moi-même, j'avais déjà joué à Heroes 3, Might and Magic 6 Qui n'a et pas 7. joué Heroes 3 en dehors des nouvelles générations de joueurs. C'est ça, exactement. Donc je connaissais un peu le bébé et je leur avais dit, il y a plein de trucs super à garder, mais par contre, l'univers a pris un petit coup de vieux. Il a été créé en 86, on est à l'époque en 2003. La fantasy a un petit peu évolué avec l'arrivée aussi des films Le Seigneur des Anneaux, entre autres. Voilà. Donc à l'époque, oui, il y avait le film Seigneur des Anneaux, il y avait Game of Thrones qui commençait à cartonner en roman, pas encore en série télé, mais donc il y avait un petit côté. Le monde de Might and Magic à l'époque, c'était très années 90, c'est-à-dire un mélange de Donjons et Dragons, donc fantasy très générique, plein de créatures de tous les mythes du folklore, de Tolkien brassés ensemble. La fantasy de base, on va dire, avec de la science-fiction. Donc quand on creusait dans les mondes de Might and Magic, on se rendait compte que les anges étaient des androïdes servant des puissances aliens célestes, que le monde était une espèce de pizza plate flottant dans l'espace avec un globe au-dessus et qu'il avait été fabriqué par des entités aliens, qu'il y avait un vaisseau écrasé quelque part qui était en fait devenu un donjon, que les démons c'était des aliens type Zerg ou qui venaient de fin fond de l'espace, enfin bref. Donc il y avait un côté, et à la fin on était avec des fusils blasters en train de dégommer des androïdes. Je caricature un peu, mais il y avait ce côté-là et c'était très à l'époque la fantasy plus SF, c'était un peu la mode. En 2003, moins. C'était fantasy pure et dure, limite. Même Le Seigneur des Anneaux le film était plus crédible, réaliste et je dirais presque sale. Ils avaient des codes de maille un peu dégueulasses, des ongles, de la crasse sous les ongles, que ce qu'on imaginait du bouquin à l'origine. Et puis Game of Thrones, j'en parle pas. Donc il y avait ce côté, il faut peut-être faire de la pure fantasy, de la fantasy en nuances de gris, de la fantasy un peu plus mature et adulte, la fantasy un peu moins Toys R Us et clinquante.
C'est comme ça qu'on qualifiait le truc à l'époque. Ouais, non. Et donc voilà, on a rebooté le monde. Bon, bref, c'est ça que je proposais à l'équipe. Et ils m'ont dit, on est d'accord avec ton analyse, mais on n'a pas les ressources pour le faire, on n'a pas les personnes, on sait pas qui il faut contacter, comment le faire. Est-ce que tu veux pas venir nous rejoindre dans la prod pour nous aider à le faire? Donc c'est comme ça que je suis parti plus en création de jeu et moins en contrôle éditorial. J'ai fait ça donc pendant 10 ans sur plein de projets Might & Magic. Et la boucle se bouclant, je suis revenu à l'édito il y a 2 ans et demi, mais cette fois pour travailler plus sur les IP actuels d'Ubisoft et sur le côté, puisqu'on parle de création de monde et que c'est de plus en plus important pour le groupe, autant partager ce qu'on a fait sur Might & Magic qui s'applique à d'autres IP aussi et discuter avec les gens qui travaillent sur Watch Dogs, sur Assassin's Creed, sur Far Cry pour dire comment moi je peux vous aider à enrichir, comme je le faisais il y a plus de 10 ans, votre réflexion, l'expérience du joueur, la profondeur, les recherches, les références, etc. D'accord. Et voilà. Quels sont les derniers jeux de chez Ubisoft sur lesquels tu as travaillé? Alors les derniers, c'est For Honor, où j'ai pas mal travaillé avec Jason Vandenberg, le directeur créatif, sur justement il avait son idée de monde, parce qu'il y a un monde dans For Honor, tout le monde n'est pas forcément sensibilisé au courant de ça, mais il y a une campagne solo, il y a eu le trailer de l'E3 qui le démontrait, et c'est la création de Jason, et voilà, il avait besoin d'un petit peu de référents et de feedback sur est-ce que ça fait du sens, est-ce que c'est cohérent, est-ce que j'ai oublié quelque chose. Bon. Donc on avait commencé à bosser dessus ensemble. Il y a le jeu Skull and Bones qui vient d'être annoncé à l'E3 sur lequel je travaillais. Oui. Voilà. Donc jeu de pirate. Un héritage digne de Assassin's Creed 4. Voilà, donc on est dans un Black Flag revisité où on focalise sur les bateaux. Ce qui est etc. totalement logique en plus, un jeu à part entière. Voilà, donc là je viens de passer le bébé, donc, mais puisque je suis plus dans un rôle transverse, donc je suis moins des projets spécifiques. Tu as fait ta part. Pendant un certain temps, j'ai accompagné le truc. Suit dans le pipeline. C'est ça. Et j'ai commencé à travailler aussi, mais c'est pareil, là j'arrête, sur le projet qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, donc je peux pas en dire grand chose pour l'instant, la collaboration avec James Cameron sur le film Avatar. Donc le projet qui s'appelle pour l'instant Pandora. Oui, qui est développé chez Massive. Il y a déjà eu en plus un jeu Avatar. Il y a déjà eu un jeu Avatar chez Ubi à Montréal, il y a des années. Donc on avait déjà un peu ce partenariat. Surtout qu'en plus il y avait déjà eu un rôle un peu transverse, donnant entre l'équipe de James Cameron et Ubisoft. Le jeu a influencé le film qui a influencé le jeu, pour le peu que j'en sais. C'est ça. Et là, il y a un partenariat intéressant qui est toujours là. Maintenant qu'il y a des prochains films qui ont été annoncés, on a re-signé avec lui pour faire des jeux qui ne seront pas les jeux du film, ça c'est tout ce que je peux dire. C'est des jeux dans l'univers d'Avatar. Bien sûr. Mais quel jeu, quand, comment, alors là, on en parlera plus tard. Mais du coup, ça sera a priori dans la même mouvance, le jeu qui influence le film qui influence le jeu. Main dans la main avec Ubisoft. Voilà, main dans la main, oui. Dans une manière toute relative, mais. Ouais. C'est-à-dire que l'équipe a vraiment une latitude créative. C'est pas faites ce qu'on dit, point barre. Donc il y aura un enrichissement mutuel. Ça c'est toujours bon. Toujours intéressant, tout à fait. Donc ça c'était récent, mais maintenant je suis plus sur tous les jeux qui ont un monde ouvert à Ubisoft. Donc par exemple ça exclut d'une certaine mesure justement Skull and Bones, For Honor, Rainbow Six qui sont plus des jeux multijoueurs. Oui. Ça veut pas dire que je vais pas être impliqué dessus, mais c'est une autre. Le world building est différent. Le monde ouvert est relatif. C'est relatif. Donc c'est pas mes priorités, mais il y a quand même des choses intéressantes à creuser sur ça. Par contre, sur les jeux à monde ouvert, alors là, je vais être assez impliqué. Donc, comme beaucoup d'autres, on est très nombreux à Ubisoft à travailler sur ces jeux-là. Puis je serai pas dans la prod même, mais je vais avoir comme interlocuteurs les directeurs créatifs, les directeurs narratifs, les gens qui vont faire du monde procédural. Donc ça inclut aussi le directeur artistique, ça inclut les level designers, ça inclut donc en partie le game director, enfin etc. Et donc du coup tu as travaillé sur Ghost Recon Wildlands? Alors non, puisque je viens de Clancy, pendant des années été très éloigné de cette marque et je n'y arrive que maintenant parce que The Division et Ghost Recon ont des mondes ouverts. Donc d'accord, donc c'est tout nouveau pour moi. Sur les jeux suivants après. Voilà, sur ceux qui il est entre deux, donc c'est ça. Bon, donc là c'est peut-être eu des chances. C'est ça. Donc tu travailles là sur le Assassin's Creed Origins aussi. Pareil, il est quasiment terminé, donc j'arrive un peu après la bataille. Disons que sur toutes les marques, en fait tous les. Watch Dogs 2, par contre, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est ça, Watch Dogs 2. T'es arrivé en fin de projet Je suis arrivé en fin de projet aussi. D'accord, donc ça sera vraiment que sur les projets. C'est ça. Qui sont tout juste décidés au sein d'Ubisoft, dont on ne pourra pas parler. On ne pourra pas parler. Le seul qui est, et même Far Cry 5, tous ils étaient déjà bien avancés quand petit à petit on m'a dit
passe là-dessus. Par contre, je suis en collaboration avec tous ces projets, mais plus sur qu'est-ce qu'il y a à apprendre et retenir de ce que vous avez fait. Et comment on peut partager l'info à d'autres projets et pas seulement à vos successeurs. D'accord. Voilà. Et donc du coup, comment est-ce que tu travailles en fait Alors, en étant à l'éditorial, donc tu es basé à Paris. Les projets sont à Montréal, à Malmö, il y en a à Marceau, donc à Paris aussi, pas loin de chez nous, mais globalement c'est un peu partout. On est en contact régulier avec les équipes, parce qu'on a des weekly calls en gros. On reçoit les versions, on reçoit les documents, on fait régulièrement ce qu'on appelle des sessions avec eux, des workshops, des ateliers. Il y en a à différents moments de la vie du projet. Le plus important et le plus tôt dans la production, c'est ce qu'on appelle le concept workshop. Donc c'est le moment où on va définir la vision créative du jeu, le mandat, entre guillemets, quel moteur ils vont utiliser, quel budget ils vont avoir, combien de temps ça va leur prendre, c'est quoi le truc génial qu'ils vont mettre dans le jeu-là qui va le rendre unique, différenciant, appealing et ainsi de suite. Ça c'est des concepts, c'est des workshops qui durent 3 jours, pendant lesquels les gens de l'édito se posent avec les gens des projets, donc ce qu'on appelle la core team. En général, c'est le directeur créatif, le producteur, le directeur artistique, le game director, parfois le directeur technique, parfois le directeur audio, si l'audio est très important pour le jeu. Qu'est-ce qu'on va encore avoir ? Enfin, tous les gens qui sont vraiment impliqués sur... L'audio est toujours important dans le jeu, de toute manière. Plus ou moins, tu vois, il y a des jeux où c'est une composante encore fondamentale plus qui va participer à la vision. Voilà. Il y en a d'autres où c'est important, mais c'est une facette de l'expression du monde ou du jeu. Voilà. Et donc ça c'est les moments vitaux. Puis après on va les revoir régulièrement pour d'autres moments où ils vont nous dire voilà notre premier prototype, voilà notre premier ce qu'on appelle la tranche verticale du jeu, voilà ça y est on commence notre alpha, donc on fait un playtest interne à Ubisoft, voilà on est en bêta donc on va ouvrir le jeu aux joueurs, tu vois, donc tous ces moments clés on va les revoir pour de vrai au siège, puisqu'en général ils reviennent et puis qu'il y a un partage. Et puis il y a aussi des moments où on va aller dans les équipes. C'est même régulier, tu vois, dès qu'il y a un sujet où on se dit ah là ça vaut le coup qu'on se voit 2-3 jours, on va pas faire un call, je vais venir à Montréal, je vais aller à Malmö, je vais aller à Singapour pour Skull and Bones et on va se poser 2-3 jours ensemble pour déblayer le point qu'on a adressé ou les 5 points qu'on a adressés et vraiment aller au fond des choses et se coordonner entre nous. Le rôle de l'éditorial, c'est vraiment d'être toujours au courant de ce qui se passe. Parce que quand Yves Guillemot ou Serge Asquette ont une question sur un projet, ils vont pas appeler le producteur, sauf si c'est vraiment un gros problème. Donc en général, c'est pas une bonne nouvelle. Ils vont venir parler aux gens de l'éditorial qui suivent les projets. Et ils vont nous dire on en est où, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez à me dire sur ce truc. On est toujours au courant. Donc on peut leur dire voilà, on en est là. Donc ça, c'est un travail un peu de coordination et d'information. Il y a un travail d'information descendante, c'est-à-dire que quand Yves ou Serge donnent des directives sur Ubisoft, on doit aller là, on doit faire ça, on va utiliser tel tech, on doit avoir tel résultat, etc. Il faut que les équipes l'entendent. Et donc nous, on est le point de contact entre les équipes et l'éditorial là-dessus. Donc on va faire passer les messages. On a aussi un rôle d'évaluation. C'est un contrôle qualité quand même. Donc si on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas avec le projet, et ça peut être à tous les niveaux. Les gens qui s'occupent du suivi de projet, ils peuvent dire attention, on est en train de dépasser le budget, ou il manque des ressources clés, ou techniquement il y a un truc qui déconne avec le moteur, on va être en retard pour la localisation, peu importe. Enfin, c'est le genre de choses qu'eux suivent. Les responsables contenu, ça va être plus là on a joué au jeu, franchement il y a des gros problèmes de contrôle, ou le pacing est pas bon, ou nos concurrents viennent de sortir un truc qui est 10 fois mieux que ce qu'on fait, il faut vite que vous fassiez du reverse engineering. Enfin voilà, voilà. C'est ce genre de choses. Faut réagir. Voilà. Donc là, un des messages récents de l'édito, c'était tout le monde jouez à Breath of the Wild vite. Ah oui. Ah ouais, c'était vraiment clair. Bon, on va y venir tout voilà, tu vois. Donc, mais ça c'est dans tout le monde du jeu vidéo là. Je pense que c'est dans tout le monde du jeu vidéo. Je crois qu'il y a une pause de 2 jours à 1 semaine. C'est ça. Donc voilà le rôle de l'édito. Mais c'est tout le temps nourrir les équipes sur honnêtement quand t'es en prod, parce que j'y suis passé, t'es la tête dans le guidon. Tu ne joues plus au jeu de la concurrence où t'as plus le temps, tu ne regardes plus ce qui se fait à droite à gauche, t'as plus le temps.
T'es sûr ce que tu dois t'es faire focalisé sur les toi-même. micro-problèmes et tu vois plus la big picture. Si, et ça, si éventuellement tu voilà. vas pouvoir Ouais. connaître d'autres aspects du même jeu sur lequel tu travailles, Ouais. ce sera peut-être le bout du monde. C'est ça. Donc l'édito est là pour t'aider à toujours avoir des gens qui sont un petit peu sur la tour de contrôle, Ouais, c'est ça, qui ont la tête une dans les vision, étoiles et qui plus voilà. en arrière. C'est ça. Et utile. C'est pas uniquement que de la supervision ou de la surveillance, c'est vraiment. Pas du tout. C'est pas les gendarmes du monde. Bah non, voilà. non, c'est ça. Non, c'est. Mais c'est important de le préciser parce que, Oui. mine de rien, des grosses équipes comme, enfin des gros studios comme Ubisoft, il y en a pas des masses. Enfin, en français, oui, on le tout sait, à il y en a qu'un seul. Enfin bon, deux maintenant avec Gameloft qui fait plus vraiment partie d'Ubisoft. Pour ce qu'il en faisait partie Oui. auparavant, Oui, de oui. manière aussi relative. Mais bon, c'est important de mieux comprendre comment ça se passe aussi. Voilà. Donc c'est le but, c'est vraiment de dire on est vos alliés au siège, on se bat pour que votre projet soit reconnu, existe, qu'il soit meilleur. Et si on vous fait des commentaires ou ou des requêtes, c'est justifié. Et si on identifie un problème, on vous propose des solutions. Vous n'êtes pas obligé de les accepter. Par contre, vous devez reconnaître qu'il y a un problème. En gros. Et après, tu peux tout à fait avoir une réponse légitime de ouais, mais on sait que ça va pas, mais on n'a plus le temps, on n'a plus l'argent, on n'a pas les ressources, c'est pas très grave pour notre vision, tu vois. Enfin, tu peux entendre ce genre de réponse. Ça sera sur le prochain projet. Ça sera pour le prochain. Bon. L'important, c'est que y ait pas, qu'il y ait un vrai dialogue. Voilà. Et qui est que comme tu fais tester ton jeu à des joueurs et à des équipes de testeurs, tu fais tester tes concepts entre guillemets à des gens de l'édito qui ont cette faculté d'anticiper Oui. ce que ça va être derrière et de comparer à ce que font les petits copains. Et c'est pas juste la concurrence externe, c'est aussi quand tu bosses sur Assassin's Creed à Montréal, tu sais pas ce que les mecs de Marceau font sur Ghost Recon. Oui, parce Nous, qu'il y a oui. Ubisoft, mais Voilà. il y a au moins 15 studios C'est ça. qui sont toutes des entités presque autonomes en fait C'est ça. au final. Voilà. Donc nous on a un travail de coordination, partage d'informations, best Ouais, practice, ouais. voilà. Ça fait partie de nos mandats D'accord. aussi. Et donc du coup, les jeux à monde ouvert de maintenant et pas uniquement ceux d'Ubisoft, comment t'expliquerais cette montée, parce qu'il y en a de plus en plus, Il y en a de notamment plus en avec plus. le Zelda. Ouais. Comment t'expliquerais cette popularité croissante? Parce que jusqu'à présent, ça se limitait beaucoup à GTA en fait, Ouais. et aux copies en fait. Il y a eu l'arrivée d'Assassin's Creed, qui a pas mal fait avancer le genre. Maintenant, on l'a même dans un Zelda. Ouais. On l'a dans Steep de chez Ubi, donc du jeu un peu Oui. sportif, arcade. Comment t'expliquerais ce gain d'intérêt de plus en plus croissant? Il y a dans toutes les discussions qu'on a entre gens d'Ubisoft sur le sujet, il y a 3 points qui remontent tout le temps et qui sont corrélés mais pas sur les mêmes sujets. Le premier, on va dire le plus pragmatique, c'est les gens jouent à moins de jeux. Il y a une blockbusterisation du jeu vidéo, c'est clair. Donc, tu vas miser sur un jeu qui va te donner un maximum de rentabilité par rapport à l'argent et au temps que tu mets dedans. Quoi. Donc, je veux jouer un jeu qui est quali bien sûr, mais qui a des centaines d'heures de jeu possibles parce que je vais payer 60 euros ou dollars et je vais en avoir pour mon argent parce que je vais pas en acheter 15. Et voilà, je préfère me focaliser sur un jeu que je vais maîtriser de plus en plus et dans lequel j'aurai vraiment l'impression d'avoir eu du retour sur investissement plutôt que d'en acheter 10 où c'est déjà fini en fait, bon c'était sympa mais voilà c'est jetable. Donc ça c'est un des premiers trucs. Oui, du parce coup les que- jeux en ligne c'est pareil, tu vois, les jeux multijoueurs type Rainbow Six, Counter Strike, etc. c'est tu Ça peux y va. jouer pendant des mois, des C'est à années, l'infini. super rentable. À l'infini. Overwatch, bon, voilà. Donc ça c'est un premier point, c'est très très bassement pragmatique. Il y a un deuxième point qui est plus dans la sensibilité du joueur, qui est dans les mondes ouverts, souvent on laisse beaucoup plus d'autonomie au choix. Beaucoup plus de choix lui sont donnés versus tu fais ça, tu vas de A à B, à C, à D, jusqu'à Z, et c'est les designers qui te font suivre un couloir. Aussi joli soit-il, ça reste un couloir. Donc il y a de plus en plus de joueurs qui sont matures en termes de... je sais jouer à des jeux vidéo maintenant, donc j'ai un peu envie qu'on me fasse confiance et qu'on me traite pas comme un gamin, qu'on me prenne par la main sans arrêt. Oui. Laissez-moi m'exprimer. Tout le temps dirigé ou Voilà. dans des univers dirigistes. à C'est la ça. fin. Donc c'est vraiment un côté, le joueur passe de enfant à ado et il a envie de prendre sa liberté et de pas faire forcément ce que tu as envie qu'il fasse ou ce que tu lui dises, tu vois. Et ça c'est très bien. Et le monde ouvert permet ça plus que d'autres modes de jeu. Et le troisième point, mais ça rejoint un peu les deux autres, c'est aujourd'hui le monde ouvert est en train de cannibaliser les autres genres, c'est-à-dire que dans un monde ouvert tu peux tout faire.
théoriquement, dans un jeu à monde ouvert, tu peux jouer au golf, tu peux conduire une bagnole, tu peux faire du ça, ski tu peux et avoir du surf. du jeu de sport, tu peux avoir du jeu de simulation. C'est ça. T'as du jeu de shoot, t'as 4-5 avant ce qui étaient des jeux différents combinés en un seul. Donc, et si c'est bien fait, et GTA le fait bien, et nous avec nos jeux, on essaie de le faire aussi, tu vois, dans Watch Dogs 2, tu peux faire du bateau à voile. Bon, c'est pas génial, hein. C'est un minigame si tu veux, mais ils ont quand même fait quelque chose qui est pas crado, et ça peut valoir certains jeux qui sont spécialisés dans je pilote un bateau à voile. Donc, et si on faisait un Watch Dogs avec une montagne enneigée, parce que ça se passe dans un endroit où il y a ça à côté, on pourrait très bien tout ce que fait ce type le mettre dans Watch Dogs. Et du coup, t'as 2 jeux en un. Bon. Mais c'est ça, et maintenant on rajoute du RPG. Donc dans un monde ouvert, t'as du RPG, de l'action pure et dure avec du combat, des interactions sociales avec des gens. À la limite, tu peux tomber amoureux et avoir des histoires incroyables. Tu vas avoir effectivement du ski, du bateau, du canasson, peu importe. Voilà, tu peux faire Mario aux Jeux Olympiques dans un monde ouvert, tu vois. J'exagère, mais voilà, c'est un jeu qui phagocyte, enfin c'est un genre qui phagocyte tous les autres. Voilà. Donc D'accord. tout ça mis bout à bout, oui, c'est intéressant. Mais par contre, ça demande un budget et des équipes importantes. Donc ça reste pour l'instant un peu quand même l'apanage soit des gens qui font ça très procédural, donc petits, soit des gros studios comme Ubi ou EA ou Activision ou Nintendo qui peuvent se permettre de mettre l'argent sur la table. Ouais. D'accord. Et on avait une question d'un auditeur. Quel serait, d'après toi, l'avenir et les évolutions possibles du jeu à monde ouvert dans les années à venir? Alors déjà, il y en a un, moi, qui m'intéresse à titre personnel. C'est pas forcément lié à une réflexion d'Ubi, mais c'est quid du monde ouvert sur mobile. Ça serait C'est vrai. Voilà, c'est pas encore là. Mais le jeu mobile, lui aussi, il évolue à vitesse grand V. Oui, en plus on en parlait ce matin, notamment sur l'expérience différente sur mobile avec Elisabeth d'Accidental Queen. Oui. Ok. Et ça y est, j'ai mangé le nom. Du jeu Reigns de Nerial. Oui. Ok. Comme quoi, en fait, maintenant il commence à y avoir une reconnaissance de la plateforme mobile, Ouais. parce que aussi leurs jeux sortent aussi sur Steam. Et comme quoi, en fait, le jeu est le jeu. La plateforme, c'est juste l'objet physique, la Tout à manière d'y jouer en fait. Ouais. Mais Non, moi je crois beaucoup au mobile comme une plateforme grand public et tout à fait intéressante pour faire du vrai jeu vidéo, entre guillemets, et pas juste des mini-games on passe-temps. a des machines assez puissantes. C'est ça, c'est puissant, y a des de plus en plus de game designers vont dedans pour faire des choses cool. Avec la Switch aussi, ça fait peut-être reconsidérer certains éditeurs et certains développeurs, constructeurs, ou gros éditeurs, C'est ça. à s'intéresser à une plateforme vraiment mobile et accessible, C'est ça. sans devoir passer par l'achat. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc pour moi c'est pour l'instant c'est ce qu'on appelle un océan bleu. C'est pas encore exploré, mais je suis sûr qu'il y a des trucs géniaux qui vont arriver là-dessus. Et le deuxième, c'est un peu ce que je te disais sur le jeu ouvert, phagocyte tout. C'est déjà un peu le cas, mais c'est pas encore poussé à son paroxysme. Il y a un jour où effectivement tu joueras à un jeu mobile, un monde ouvert, en te disant en fait j'ai Soul Calibur plus Final Fantasy plus effectivement FIFA dans le même jeu, quoi. Enfin, tu vois, et pourquoi j'irais acheter les autres, enfin, et tu peux même imaginer plus de la VR dessus, parce que maintenant on peut limite avoir des téléphones en résolution 2K en VR accessible à un prix accessible et donc du coup tu fais tes combats en VR si t'en as envie ou c'est pas. Alors j'ai pas testé Skyrim VR, hein. Justement c'est un peu une première approche du truc, ça sera intéressant de voir ce que ça donne. Si t'as envie parce que c'est là où je me pose des questions sur monde ouvert mobile. Monde ouvert, tu t'immerges dedans pour des heures et des heures et des heures et des semaines et des semaines et des semaines et des mois et des mois. Il y a déjà des jeux mobiles où tu vas rester jouer pendant 2 ans en étant engagé, mais tu joues des sessions courtes plusieurs fois par jour. Donc c'est pas encore l'expérience monde ouvert qu'on connaît, où c'est quand tu te lances dans le jeu, tu sais que tu vas pas y rester que 15 minutes, a priori. Mais ça peut évoluer. Et la VR, c'est pareil. Est-ce que je vais jouer à un jeu VR pendant 3 mois en jouant plusieurs heures tous les week-ends? Je sais pas encore. Voilà. Peut-être un jour. Aujourd'hui, je sais pas si on est prêt pour ça, mais voilà, faudrait tester Skyrim VR, voir ce que ça donne. En plus, oui, il y a Fallout VR, Batman VR. C'est ça.
Mais du coup, bon, par petite session peut-être, on verra. Donc pour toi, le jeu à monde ouvert, quid du jeu à monde ouvert sur mobile Pardon, excuse-moi. Non, mais pas de problème. Voilà. Et donc du coup, oui. en dehors de cette interrogation sur le mobile, qu'est-ce que d'après toi pourrait être l'avenir les futures étapes du jeu à monde ouvert? Bah, déjà, il y a une composante que tout le monde a envie de greffer sur le monde ouvert et qui commence à arriver, c'est le multijoueur. Sans tomber dans le MMORPG qu'on connaît. Donc ça serait une révolution à la fois du MMORPG et du monde ouvert. Si les deux se combinent ensemble, ça va. C'est un peu ce qu'on a fait sur The Division, c'est un peu ce qu'on a fait sur Ghost Recon Wildlands, mais faut aller au-delà de ça. Et là, il y a des vraies réflexions à Ubi sur le sujet. Je pense qu'il y en a aussi chez nos joyeux concurrents. Je me leurre pas. Et ils ont raison. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Si tu arrives à combiner les deux, tu t'es encore plus dans cette espèce de nouveau concept de jeu qui est indéfinissable parce qu'il est sur tous les genres finalement. Et donc ça aussi, c'est une évolution qui pose des problèmes techniques, pose des problèmes de coût. Soyons honnêtes. Si tu fais un monde ouvert systémique, ce qui est pour l'instant notre trademark, c'est-à-dire où tu as des événements émergents, donc où tu fais des systèmes et les systèmes interagissant entre eux vont créer des choses qui sont imprévisibles, mais qui sont cool, qui vont créer des user stories uniques. Bon, et le joueur va pouvoir même jouer avec ces systèmes pour créer ce qu'on appelle du chaos un peu, tu vois, mais du chaos fun. Tu mets ça en multijoueur. Premier problème, c'est moi justement, je suis en train de faire tout péter dans mon monde. Donc ça provoque des événements en chaîne. Est-ce que ça implique voilà. Sur les mondes des autres c'est ça. Pas Qu'est-ce qui se passe sur le monde de l'autre? Même dupliquer mon chaos dans son client. Parce que moi je fais ça sur mon PC, entre guillemets. Lui sur le sien, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que c'est persistant ou non? Est-ce que ça va bouffer de la bande passante beaucoup? Est-ce que ça va coûter une blinde de lui envoyer toutes ces répercussions, tu vois, pour que ça soit dupliqué à l'identique et en temps réel sur son truc? Il y a des solutions. Problème technique, problème de coût. Il faut bien envisager que c'est pas si simple, et les IA qui sont censées être plus subtiles et qui vont réagir à ce que le joueur fait, vu qu'elles sont elles sont codées de la même manière, mais qu'il y a toujours une part de probabilité entre guillemets dans leur comportement, elles vont peut-être réagir différemment sur le monde miroir de mon copain qui joue avec moi. Donc il y a tous ces problèmes qui sont posés. Tout un tas de problématiques. Donc t'es là, tu dis oulala, ça devient compliqué. Donc est-ce que je fous tout ça sur un serveur? Oui, mais du coup faut des serveurs, faut de la bande passante, ça coûte cher, tu vois. Donc du coup on rejoint presque un business model à la MMO, serveur, voilà, etc. C'est ça. Donc c'est donc vouloir faire du systémique procédural émergent plus du online coopératif. Waouh. Et en multijoueur antagoniste, c'est pas mal aussi. Donc il y a tous ces débats. Donc sur la faisabilité du truc, on a déjà des grosses équipes et des gros budgets sur ces mondes-là. Est-ce qu'on va pas passer des jeux à 200 millions d'euros avec 1200 personnes qui travaillent dessus, ce qui commence à devenir un peu ingérable? Tu vois, voilà. Un peu, hein. Voilà. Donc il y a toutes ces questions-là, mais si on trouve des solutions et jusqu'à présent l'industrie a démontré que petit à petit on avait les solutions. Les choses avancent, c'est ça. Et ça va devenir une réalité. Voilà. Mais donc il faut pas dire c'est impossible, il faut juste dire pour l'instant, en l'état actuel des choses, c'est compliqué, c'est cher. Comment oui, c'est ça, comment petit à petit, features après features, je repense notamment à Shadow of Mordor, par exemple, quand on se met à insulter un chef orc, du coup il y a des conséquences et la fois suivante on morfle encore plus contre lui, comment ça se passerait en coop, c'est ça, tu vois. Voilà. Tout à fait, mais si jamais c'est un ami qui vient l'insulter, est-ce que ça a des répercussions sur moi, sur mon monde? Voilà, est-ce que c'est un monde partagé? Enfin, tu vois, voilà, c'est tous ces débats. Ouais. Donc voilà, mais c'est fascinant parce que on est dans un métier. Enfin, ça fait 16 ans, je te dis que je suis dedans. Il y a pas de tous limite. Les 6 mois, il y a pas de limite au final. Tu t'es obligé de penser différemment la façon dont tu envisages tes jeux, quoi. Puis ça dépend. Enfin, je repense à No Man's Sky par exemple. Un jeu indé de cette envergure-là, peut-être d'une trop grande envergure, ce qui a été un contre-coup, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais bon, ça a remis les choses. Ça a obligé à prendre du recul sur certaines choses et à réfléchir sur certaines choses. Tiens, d'ailleurs, ça me fait repenser qu'il y a un jeu un peu dans ce genre-là.
chez Ubisoft, notamment avec aussi un degré d'objet physique. Et je mange le nom, ça c'est ma maladie. À chaque fois que je veux parler d'un truc qui n'était pas prévu, j'oublie toujours le nom au moment de le dire. Est-ce que tu as ou tu vas travailler dessus un jeu un peu ce jeu de vaisseau avec des espèces d'amiibo dessus de chez Ubisoft, ça y est. Oui. Alors je connais l'ancien nom du projet, le nouveau c'est Starlink. Oui. Avec les vaisseaux spatiaux modulaires, les Toy to Life, etc. Oui. Alors j'ai rencontré l'équipe justement pour ce côté world building narration. Voilà, mais c'était relativement récemment et je peux pas dire que je connais leur jeu par cœur. D'accord. Donc, mais oui, il y a une notion justement de système de factions, il y a 3 factions qui se fritent dans leur univers. Il y a donc il y a des choses un peu systémiques, procédurales avec des guerres de conquête de territoire et toi tu peux aider une faction contre l'autre et ainsi de suite. Enfin, il y a de l'exploration aussi. Il y a plusieurs types de planètes. Elles sont générées de manière procédurale, mais avec une partie autorale et cette notion de faction qui fait qu'elles sont plus ou moins contrôlées par un des trois puissances. Enfin, je veux pas en dire plus parce que je connais pas assez le jeu pour pouvoir en parler sans risquer de dire une bourde. Mais ouvert. Mais oui, voilà. Ouvert vers l'espace. Tout à fait, complètement. Donc oui, tu vois, même sur ces jeux-là, alors du coup là c'est pas une équipe de 1000 personnes avec 200 millions d'euros de budget, hein, c'est beaucoup plus réduit. Et ils font quand même un monde ouvert parce que voilà, les outils de génération procédurale nous aident quand même bien. D'ailleurs, enfin, j'y repense et je le dis aux auditeurs, s'il y a d'autres questions ou des précisions à apporter, n'hésitez pas à participer et à réagir. Hein. Et il nous reste un petit quart d'heure. Très bien. Et donc du coup, oui, on parlait de l'avenir des jeux à monde ouvert et quelles pourraient être les choses à venir. Oui, il y a eu une mode avec les No Man's Sky, en plus Ubisoft en fait un. Je suis en train de reparcourir en tête. On aura du jeu de pirate, toujours chez Ubi. C'est vrai que c'est devenu quasi omniprésent en fait chez Ubisoft maintenant. Oui, ça fait partie de l'ADN, enfin depuis un certain temps déjà. Effectivement, Assassin's Creed a un peu montré le chemin et très vite Serge Squett, le directeur éditorial, s'est rendu compte que voilà, le monde ouvert était un peu le genre qui émergeait et qui allait supplanter les autres. Comme on a vécu un peu le déclin du platformer, enfin, c'était le genre star il y a des années, ça l'est moins maintenant, voire. Ça revient dans la scène indépendante. Dans la scène indépendante, voilà. Comme on a eu plus récemment, tu vois, enfin encore après, il y a eu un peu le déclin du point and click et là aussi qui est revenu, mais avec des semi-indépendants, enfin voilà, avec aussi d'autres formes de narration. Ça ressort par la porte, ça revient voilà. Par la fenêtre. Mais du coup, on parlait tout à l'heure des coûts de production d'un gros publisher ou d'un gros développeur comme Ubisoft, Activision, etc. Voilà, c'est pas le genre de jeu qui pour nous est intéressant. Ce serait trop cher à produire pour avoir le même résultat qu'un studio indie qui peut le faire sans avoir l'assurance d'avoir le retour sur investissement. Voilà. Du coup, enfin. Ouais. Forcément, l'aspect financier est omniprésent. Hein. S'il n'y a pas assez de retour sur ce qui est financé, pour être, comme on dit, break-even, c'est-à-dire avoir autant de retours que ce qui a été investi. Voilà. C'est plus dur pour nous sur les petits projets. C'est même d'être gagnant pour produire la suite. Voilà. Pour réinvestir. Voilà. Et donc bon voilà, il y a eu ce déclin de ce genre-là aussi. Il y a eu le déclin, même si ça marche encore, tu vois, des jeux très linéaires, très bien réalisés, hein, des jeux qui ont 90 plus de métacritique, mais qui sont des couloirs glorifiés. Il y en a encore, mais ça vend 2 fois moins que ce qu'Ubisoft souhaite vendre. Même quand ça marche très bien, même quand c'est très bien noté. Donc, alors que les mondes ouverts ou les mondes multijoueurs online, ça aujourd'hui c'est les blockbusters du moment. Tu pensais à quel jeu, les jeux couloirs le Uncharted par exemple, tu vois, ou même quoi je pourrais citer encore. Il y en a plusieurs qui ça me rappelle un peu Prince of Persia en fait au final. Prince Tomb of Raider, Persia, oui voilà, ce qu'on faisait bien avant, tu vois. Enfin, on a fait beaucoup de jeux de ce genre. Tout à fait. Oui, Prince of Persia au final qui a amené en fait Assassin's Creed en plus. C'est ça. Voilà. Avec Patrice Désilets. Voilà. Donc Assassin's Creed était en fait un Prince of Persia à la base. Hein. Et du coup le premier AC était un peu le. À l'époque c'était pourquoi vous voulez faire ça, et puis ça a donné le là pour les jeux suivants, et c'est aujourd'hui dans l'ADN d'Ubisoft, le World First et un monde qui est ouvert. Tiens, une question qui vient de popper. Quel est le jeu à monde ouvert qui vous a le plus intéressé en jeu récent ?
Ubisoft globalement ou moi personnellement? On va personnellement. Voilà. Alors Ubisoft globalement, le dernier, j'en parlais tout à l'heure, je crois, c'est le Zelda Breath of the Wild. C'est devenu le jeu incontournable pour tous les gens qui travaillent à Ubi. En gros, si tu joues pas à ce jeu, que tu témoignes pas que t'as passé tant d'heures dessus, tu prends la porte. J'exagère un peu, mais on est vraiment dans cette. Ça en devient un gros coup de pression. C'est pas le cas, fais-le quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Joue à ce jeu-là, sinon Okay. on peut pas parler. Donc vraiment, donc ça c'est le benchmark actuel. Avant ça, le jeu qui quand même était sur toutes les lèvres, et moi les miennes inclus, où on disait tous mais regardez ce qu'ils font, c'est quand même génial, il faut comprendre, décortiquer, c'était The Witcher 3. Oui, The Witcher. Voilà. Ouais. On regarde aussi bien sûr les Horizon Zero Dawn et les Fallout, etc. et les Skyrim, mais il y a plus un côté, bon eux ils font aussi des trucs en monde ouvert, c'est super, c'est pas exactement comme nous, soyons curieux, il faut s'intéresser à la concurrence de toute façon, et puis c'est génial, mais il n'y a pas le côté, il y a vraiment une grosse leçon à prendre, si tu veux. Alors que GTA au départ, The Witcher 3 et Zelda Breath of the Wild, ça a vraiment été analysé par Ubi comme, il y a une course, si tu veux, et là ils ont pris une longueur d'avance, donc faut qu'on reste dans la course, tu vois. Et pas juste, ils font la même course que nous, ils ont le même véhicule, c'est super, voilà. C'est plus, oh là 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 là, attention, on va se faire griller. Bon, c'est pas exactement ça, mais il y a un aspect, ok. Vraiment, ils ont trouvé un truc qui rajoute quelque chose à la formule qui est vraiment intéressant. D'accord. Et plus personnellement, pour toi, en fait? J'ai joué à tous ces jeux-là et je les en adore. dehors de Zelda et The Witcher 3, voilà. en fait. Après, de par mes sensibilités et le fait que je sois le monsieur fantasy d'Ubisoft, je suis aussi un gros fan des jeux Blizzard, globalement, tous. Ce qui est pas trop les jeux de l'ADN d'Ubi. On fait pas de Diablo, on fait pas de Starcraft, on fait pas de World of Warcraft, on fait pas de Hearthstone, on fait pas vraiment d'Overwatch. Rainbow Six Siege, c'est pas exactement pareil. Voilà. Donc on est, moi j'adore leur univers, j'adore leur jeu, j'adore plein de choses. Donc je suis un peu un Blizzard fanboy, mais en termes de monde ouvert, typiquement eux, c'est pas leur truc. Voilà. Ça le deviendra. Possiblement, avec je verrais bien Diablo 4 Open World. D'ailleurs, moi étant un grand fan de Diablo 2, qu'as-tu pensé de Diablo 3 par exemple? Alors, sur Diablo 2, il y avait, c'est ça. Ouais. Il était plus ou moins ouvert, un peu procédural en fait, en termes de reconstruction de chaque zone. Oui. C'était un peu même les prémices, enfin si je dis pas trop de bêtises, des MMO, en tout cas de manière européenne. Ouais. Non. Et qu'as-tu pensé de la transition de Diablo 2 à Diablo 3? Diablo 2 qui est un des meilleurs jeux de tous les temps, qui a marqué tout le monde comme c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait partie des piliers incontournables. Alors Diablo 3, moi j'ai pas fait partie des gens qui dès les premiers annonces sur le jeu ont fait le massacre Blizzard, le Diablo se retourne dans sa tombe, vous avez rien compris à votre propre IP, parce qu'il y a eu un espèce de torrent de hate au moment où ils ont montré le style graphique et où les gens ont dit en gros c'est World of Warcraft dans le monde de Diablo. Il y avait même une joke avec le t-shirt avec la licorne. C'est ça, ouais. Donc moi j'étais plus bienveillant en disant c'est Blizzard quand même, et j'attends de voir, j'attends de jouer. J'y ai joué un certain temps, j'ai acheté toutes les extensions, donc je peux, en édition collector pre-order, je peux pas dire que j'ai pas snobé le truc. J'ai pris du plaisir, j'en ai eu largement pour mon argent, en qualité encore une fois de réal, de fun, d'accessibilité, c'est la touche Blizzard, c'est mitonné aux petits oignons, c'est très bien. J'ai été un peu moins impacté que effectivement les Diablo précédents, sur la narration, sur le côté l'univers, les personnages, l'avancée du scénario, etc. Les cutscenes décoiffaient, mais je trouvais que c'était plus vide de sens, enfin c'était moins riche en termes de substance. Ouais, c'est ça. Et j'ai été aussi un petit peu moins incité à jouer jusqu'à faire des abysses en sans fin, mais bon. Moins consistant, c'est ça. Ouais, j'ai été. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas le meilleur Diablo. Je l'ai lâché plus vite que j'aurais pu. Tout à fait. Voilà, c'est ça, on va dire ça. Mais je dirais pas que c'est un mauvais jeu, et de manière très objective, il a explosé les chiffres de vente des Diablo précédents. C'est un énorme succès. Aucun de nos jeux Ubisoft ne vend autant que Diablo 3. D'accord. Donc je vais pas dire c'est pas terrible. On peut pas tirer sur l'ambulance, sacrée ambulance. Voilà, c'est ça. Donc bravo Blizzard.
c'est pour d'autres types de joueurs que, enfin, en termes de, voilà, j'y passe plus de temps aujourd'hui, j'y joue plus. J'ai pas acheté la dernière extension. Oui, c'est ce que j'allais te demander, donc, avec le retour du Nécromancien notamment. Donc, moi, c'est ce qui me manquait en fait. J'étais un grand fan du Nécro. Donc là, je l'ai pas fait et je l'aurais sans doute fait auparavant. Donc ils m'ont pas perdu parce que s'ils font Diablo 4 demain et qu'en plus c'est un open world, je fonce dedans direct. Mais voilà, j'admets aussi de temps en temps que je suis plus forcément dans le cœur de cible parce que y a des nouvelles générations de gamers, il y a des nouveaux types de jeux, voilà. Je joue pas à tout, je joue pas au MOBA par exemple, donc je suis pas du tout dans ce public et pourtant c'est un énorme succès et c'est un style de jeu qui cartonne, voilà. Et vis-à-vis des MMO, parce que là on en arrive à la frontière à un moment, c'est ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a une grosse vague de MMO qui s'est calmée un peu maintenant. Oui. Alors pour moi le MMO est à réinventer, c'est quasiment un autre débat d'1 heure. Parce que c'est un peu différent de ce qu'on disait sur l'open world multijoueur, la frontière mais ça entre open world et MMO se rejoint quand même. Se rejoint énormément. Mais si Ubisoft me disait Erwan, ta carte blanche, t'es directeur créatif, choisis un studio, prends une équipe de 400 personnes, t'as 100 millions d'euros de budget, fais le jeu que tu veux, je dirais ok, je vous réinvente le MMO. Voilà, on y va. Et j'ai déjà des idées, une vision et des choses que je pense qu'il faudrait faire, que j'aimerais faire, etc. Parce que c'est quand même un genre de jeu dans lequel j'ai trempé des litres de sueur et j'ai passé des centaines et des milliers d'heures. Et dans les gens qui m'entourent dans mon équipe, il y a beaucoup de MMO fans, y compris des méchants hardcore, etc. Et on a des idées assez intéressantes sur où est-ce que le genre devrait aller, avec tout ce qu'on fait aussi à Ubisoft. Ça s'enrichit beaucoup de la réflexion d'Ubisoft sur les mondes ouverts. Donc les deux fusionnés, je pense qu'il y a un truc génial à faire. Mais il faut un gros studio pour tacler ça. Et ça serait un changement de paradigme. C'est pas juste World of Warcraft 2, c'est pas non plus The Division avec un peu plus de donjons et de endgame. Tu vois, c'est vraiment ça serait un autre paradigme. Donc c'est presque un débat philosophique aujourd'hui. Oui, mais ça peut être une des évolutions possibles. Voilà. Mais je pense que le genre doit se réinventer. Des genres et d'une des voies du jeu vidéo. Ouais. Voilà. En espérant qu'on a pu répondre à vos questions. Ça fait bientôt 1 heure. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter? Il y a des choses que tu voulais parler en particulier qui te tenaient à cœur avant de clore À part, merci. Pour avoir été accueilli là, d'avoir pu partager. Et sur, merci. Merci à toi surtout de nous partager tes expériences avec nous pendant 1 heure quand même. Ouais. Et oui, puis c'est toujours sympathique de se retrouver dans des lieux comme ici au Game Camp. Avec ce genre d'opportunité qui est tout à fait très intéressante. Et il y en aura d'autres. Voilà. Bien, merci. Merci beaucoup Erwan.